Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez normalement réagir avec un pouce levé. Voilà, ben, c'est super. Vous nous entendez bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui a pour thématique l'accompagnement lié à la réforme du statut de conjoint collaborateur ou collaborateur d'exploitation, puisque ce statut est désormais, depuis le 1er janvier 2022, limité à une durée de 5 ans. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui a été réalisé par la Caisse MSA Alpes du Nord au mois de mars, début mars, qui visait à présenter les grandes lignes de cette réforme. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin sur les différents statuts et notamment le statut de salarié. Et évidemment, nous pourrons répondre à vos questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le petit onglet questions-réponses, Q&R. N'hésitez pas à vous en saisir pour nous poser toutes vos questions. On a bien reçu également les questions qui ont été posées en amont lors de votre inscription et on va tâcher d'y répondre. Et donc, c'est vraiment important de prendre le temps de la réflexion sur l'avenir de votre statut en tant que collaborateur d'exploitation, puisque vous arrivez à l'expiration des 5 ans à la fin de l'année, et les démarches à effectuer pour changer de statut, quel que soit le statut choisi, nécessitent une forme d'anticipation. Donc, c'est important de ne pas attendre le dernier moment, de ne pas attendre le mois d'octobre-novembre pour vous poser la question du statut que vous souhaitez choisir. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire-là au mois de juin. Je ne me suis pas présentée, je suis Violaine Derrier, responsable du département entreprise de la MSA Alpes du Nord, et je suis accompagnée de Julien Dejagère, qui est conseiller en entreprise au sein de la MSA Alpes du Nord. Et nous avions également convié les conjoints collaborateurs de la caisse 1 Rhône, qui sont également impactés par cette réforme cette année et qui sont suivis conjointement par nos deux caisses. Julien, je te laisse prendre la suite. Merci. Julien Dejagère, conseiller en entreprise au sein de la MSA Alpes du Nord. Il me semble, parmi nous, on a aussi un conseiller, Vincent Manuel, de la MSA 1 Rhône. Donc, n'hésitez pas, hein, on travaille tous ensemble. Hein, s'il y a quoi que ce soit, si vous êtes adhérent de la MSA 1 Rhône, vous avez des accompagnements également. Donc, tout de suite, on va aborder la thématique du webinaire. Donc, comprendre les enjeux du passage de collaborateur d'exploitation vers un autre statut au terme des 5 ans, présenter les différents statuts possibles, identifier les démarches obligatoires que vous allez avoir à faire, présenter les solutions et l'accompagnement proposé par la MSA, et on fera un petit focus sur l'outil TESA, qui fait partie de l'option du salariat. Donc, la réforme. En 2022, au 1er janvier 2022, donc c'est la loi de finances de 2021, elle a limité le statut de conjoint collaborateur à 5 ans. Ce n'est pas la disparition du statut de conjoint collaborateur, c'est juste la limite de 5 ans. Quelqu'un qui s'installe maintenant, il peut très bien prendre aujourd'hui son conjoint en tant que collaborateur d'exploitation. D'ailleurs, vous verrez les termes, hein, conjoint collaborateur devient collaborateur d'exploitation. C'est le même statut, mais c'est juste les termes qui changent. Donc, on peut très bien entamer aujourd'hui le statut de collaborateur d'exploitation pour 5 ans. Donc, ce n'est pas la fin de ce statut, c'est juste la limitation à 5 ans. Ça a été limité à 5 ans. Pourquoi? C'était par rapport aux droits et aux acquis du conjoint collaborateur pour améliorer sa protection sociale, notamment au niveau de la retraite. C'est la loi Chassaigne qui est venue renforcer la protection sociale et qui a mis en place cette limitation à 5 ans. Parce que quand on arrive à la fin de carrière avec un statut de 30 ans de conjoint collaborateur, au niveau des droits retraite, c'est très peu, quoi. Voilà. Donc, cette réforme, elle s'applique également aux personnes relevant déjà de ce statut auparavant 2022. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, même celles qui étaient installées avant 2022, toutes les personnes qui avaient ce statut ou qui prennent ce statut au 1er janvier 2022 sont concernées par la réforme.
Donc le statut est donc toujours, comme je vous l'ai dit, il est toujours accessible hein, aujourd'hui. Ce n'est pas une fin de ce statut. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette réforme, c'est encourager une meilleure reconnaissance professionnelle et une meilleure protection sociale pour le collaborateur. Il existe une dérogation, par contre, au délai de ce 5 ans. C'est pour les personnes qui sont en fin de carrière et qui vont avoir, le départ à la retraite en 2032. Si la personne, elle était déjà conjointe collaboratrice, conjoint collaborateur au 1er janvier 22 et que elle est née avant le 1er janvier 65, donc elle fait partie des générations 64 ou antérieures, dans ce cas-là, elle peut avoir une dérogation et elle peut conserver ce statut de conjoint collaborateur jusqu'au départ à la retraite. Sinon, il faudra choisir l'une des options possibles. Donc justement, les différents statuts possibles à l'issue de ces 5 ans. Alors, on a la possibilité de devenir soit chef d'exploitation à son tour, soit salarié sur l'exploitation, soit mettre fin à la participation de l'exploitation. Dans ce cas-là, il va falloir se poser des bonnes questions. Quel est le rôle de votre collaborateur sur l'exploitation ou dans votre entreprise? Quelle est l'organisation qui est mise en place au quotidien entre les chefs d'exploitation et le collaborateur? Quels sont les projets professionnels à moyen et long terme? Parce qu'il est possible que le chef d'exploitation actuel, lui aussi, prenne sa retraite. Le choix qui va être pris, il va aussi avoir des conséquences sur le statut social, et notamment les droits sociaux qui vont être acquis. Et il est donc essentiel de faire le point. Alors, soit vous rapprochez de la MSA pour voir un petit peu les possibilités qui existent, soit peut-être aussi un comptable pour voir des estimations des coûts que cela peut avoir. Et voilà, faut pas hésiter, faut pas hésiter à vous faire aider. Vous pouvez vous rapprocher de la MSA, du CERF France, d'un cabinet comptable ou d'un juriste. Il y a les chambres d'agriculture aussi qui peuvent vous accompagner pour tout ça. Voilà, faut pas hésiter à demander conseil. Donc, on peut pas avoir en plus grand Ça s'affiche en grand sur l'écran. D'accord, je vais essayer de. Non, mais t'embête pas bien. Je vais pas prendre ton outil de travail. Voilà, j'enlève ça, mais non, vous inquiétez pas, on continue. Allez. Donc, les différents statuts possibles. Donc, soit on est salarié de l'exploitation, soit, comme je vous l'ai dit, on devient chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre individuel, ou alors on s'associe au chef d'exploitation actuel, ou alors carrément on monte notre société. Ça, on va le voir après, ne vous inquiétez pas. Donc, à défaut de déclaration d'un nouveau statut, la MSA, on est censé vous prendre en tant que salarié. Parce que toute personne qui est sur une exploitation agricole, s'il n'y a pas de statut reconnu ou déclaré ou quoi que ce soit, par défaut, la personne est salariée de l'exploitation. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien faire une déclaration de votre choix. Soit on va le voir après par rapport aux démarches, mais il faudra bien définir votre statut. Parce que ce serait dommage de vous retrouver par défaut avec un statut de salarié. Sachant que de toute façon, le statut de salarié nécessite des démarches en amont, une déclaration préalable à l'embauche, etc. Donc, de toute façon, il y a des démarches à faire, même si vous souhaitez devenir salarié. Le premier choix, si on choisit de prendre le statut de non-salarié. Dans ce cas-là, les conditions, il faut avoir une activité réalisée sur l'entreprise indépendamment de celle du chef d'exploitation. Là, je parle de la personne qui a choisi de prendre un statut de chef d'exploitation à titre individuel. Il y a le chef actuel, il y a le conjoint collaborateur. Le collaborateur, il a choisi, lui, d'avoir son propre statut de chef tout seul, à titre individuel. Dans ce cas-là, il faut avoir une activité réalisée sur une entreprise indépendante de celle du chef d'exploitation actuel. Il faut atteindre la SMA minimum. Donc, en Isère, c'est 8 hectares 60. En fonction des activités, ça peut être
une SMA différente, hein. Si on a de la culture spécialisée, du cheptel, mais par défaut, en Isère, c'est 8 hectares 75, vous voyez, en Savoie, c'est 9 hectares, en Haute-Savoie, ça dépend si on est en plaine ou en montagne. Pour les critères de l'Ain et du Rhône, bah, la MSA Rhône vous donnera les seuils également. Mais voilà, il faut avoir la SMA minimum. Le statut, il peut être à titre principal ou secondaire en fonction de votre situation. Et il y aura le versement des cotisations et contributions calculées en fonction de vos revenus propres à vous, individuellement. Et au niveau des formalités, eh ben, comme toute activité professionnelle qui démarre, il faut que ce conjoint collaborateur déclare la création sur les sites de l'INPI, du guichet unique entreprise, la création de cette nouvelle exploitation. Donc, il va avoir son propre numéro sirène et il y aura le dossier d'affiliation à compléter auprès de la MSA. Là aussi, le dossier d'affiliation accompagné, accompagné d'un conseiller en installation, en entreprise. Ensuite, on peut devenir également chef d'exploitation, mais non pas à titre individuel, mais en intégrant une société déjà existante. Je prends l'exemple, je suis aujourd'hui conjoint collaborateur du chef d'exploitation, ce chef est à ce jour dans un GAEC. Eh ben, on peut très bien intégrer le GAEC actuellement, et déjà créé, quoi. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on devient associé de la société, on participe à l'activité de l'entreprise. Les activités de la société, il faut qu'elles atteignent le seuil minimum. Par exemple, quand on est, si on est déjà sous une société EARL, SARL, tout ça, la SMA ne change pas. Mais quand on est dans un GAEC, vous savez qu'il faut une SMA par membre. Donc, si l'intégration du conjoint collaborateur génère un nouvel associé au sein d'un GAEC, par exemple, eh bien, il faut s'assurer que la SMA soit suffisante pour intégrer ce nouvel associé. Trois associés, 3 SMA. Donc 3 fois les 8 hectares 75 en Isère, par exemple. Donc là, pareil, on peut aussi avoir le statut à titre principal ou secondaire, hein. Et là aussi, il y aura un versement des cotisations propres à sa situation individuelle, à ses propres revenus. Et les formalités, quand on intègre une société déjà existante, eh ben, on a les formalités liées à la modification de la société. Tout ce qui est procès-verbal, statut, les nouveaux PV et statuts du GAEC ou de la société en question. Il y aura une démarche à faire auprès du guichet unique entreprise, la modification de la société. Et après, il y aura le dossier d'affiliation à compléter auprès de la MSA. Si vous décidez, parce que ça arrivera aussi, on a le chef et le conjoint collaborateur qui décident de créer une société, que ce soit une société EARL ou un GAEC, peu importe. Dans ce cas-là, on part sur la création d'une société. Donc les conditions, c'est les mêmes qu'on vient de voir précédemment. Et des formalités, et ben là, on est plus sur la modification d'une déclaration auprès du guichet unique, mais là, on est sur la création d'une société. Là, il faudra y intégrer les statuts, les PV, mais ce n'est plus une modalité de modification, mais de création, avec la génération d'un nouveau numéro sirène, donc la personne morale. Ce qui veut dire aussi que le chef d'exploitation, il aura, soit il garde son entreprise individuelle, et dans ce cas, il aura deux sirènes, hein, le sirène de son exploitation individuelle et le sirène de la société créée, soit il abandonne carrément son exploitation individuelle, dans ce cas-là, il fermera son exploitation individuelle sur le guichet unique entreprise et il ouvrira avec le nouvel associé l'exploitation, la société, la personne morale sur le guichet unique entreprise. Il existe un statut au régime agricole. Il n'existe que au régime agricole d'ailleurs. C'est un statut qui a été créé spécialement au régime agricole. C'est ce qu'on appelle un statut social. J'ai plus son nom, mais il a été créé uniquement pour le régime agricole. C'est le statut de coexploitant entre époux. En fait, on a une entreprise individuelle
on a un chef d'exploitation qui est rattaché à cette entreprise individuelle, et le conjoint, il peut très bien avoir aussi le statut équivalent au chef d'exploitation. Dans ce cas-là, on dit qu'on est sous une coexploitation. Les deux époux, qu'on soit mariés, pacsés ou concubins, ça marche aussi. Les deux personnes, elles ont le statut de chef d'exploitation. Il n'y a qu'un seul numéro sirène. Le numéro sirène appartient au chef, j'ai envie de l'appeler principal, ce n'est pas le chef principal, c'est le chef d'exploitation qui est déjà là, enfin, un qui a été choisi parmi les deux. Donc, le sirène appartient au chef d'exploitation et la deuxième personne est le co-exploitant. Dans ce cas-là, ce n'est pas comme dans une société. Là, on est sous une exploitation individuelle et une seule SMA suffit pour affilier les deux co-exploitants. Le co-exploitant peut être affilié en statut à titre principal ou secondaire en fonction de sa situation professionnelle. Et là aussi, il aura des versements et des cotisations en fonction de sa situation individuelle. Si vous voulez, on va être sous une exploitation individuelle et les revenus générés au sein de cette exploitation vont être répartis entre les deux co-exploitants. Alors ça, les deux co-exploitants, j'ai envie de dire, ils s'arrangent entre eux. Ça peut être à 50-50, ça peut être 60-40, c'est aux exploitants de voir. Mais les cotisations seront appelées sur le revenu professionnel qui sera attribué à chaque exploitant. Au niveau des formalités, si l'entreprise du chef d'exploitation existe déjà, s'il y a l'intégration d'un co-exploitant, il n'y a pas de démarche à faire au niveau du guichet unique entreprise sur l'exploitation. Parce qu'elle existe déjà. Le numéro sirène, c'est une exploitation individuelle, donc on n'a pas de modification à faire avec des statuts PV, donc il n'y a pas de démarche particulière à faire au niveau du guichet unique entreprise. Par contre, vu que le statut, on aura un nouveau chef d'exploitation, qui dit chef d'exploitation dit dossier d'affiliation. Donc là, il y aura un dossier d'affiliation à faire auprès de la MSA, accompagné également là par les conseillers en entreprise. Je ne sais pas si je le vois là. En termes de coûts, en termes de charges, il faut savoir que quand on passe d'un statut de conjoint collaborateur à un statut de chef d'exploitation, au niveau de l'exploitation, là, je vais parler en plus global, parce que les chiffres, quand on est conjoint collaborateur, on parle de les revenus, ce qui est chiffre d'affaires, tout ça, c'est au niveau de l'exploitation, donc j'ai envie de dire au niveau du foyer, de la famille. Sur l'exploitation, donc on a toujours les cotisations du chef d'exploitation, qui sont en fonction du revenu, mais par contre, on va enlever les charges sociales liées au statut de conjoint collaborateur. Donc c'est minimum 2 000 euros. Ces 2 000 euros peuvent être, il va y avoir aussi la diminution du revenu professionnel du chef actuel, donc ça va lui baisser ses cotisations également, parce que une partie des revenus va être intégrée, va être reportée sur le nouveau co-exploitant. Ce qui veut dire que les cotisations actuelles, donc on enlève les cotisations liées au conjoint collaborateur, on enlève, on a une baisse de revenus, donc on enlève une partie des cotisations, et ces cotisations seront sûrement allouées aux nouveaux collaborateurs, nouveaux co-exploitants, pardon, je me trompe de mots, aux nouveaux co-exploitants qui arrivent. Sachant que ce nouveau co-exploitant, quand il arrive, donc il a ces nouvelles situations, il arrive en tant que nouvel installé, même s'il était conjoint collaborateur avant, donc il va pouvoir bénéficier d'exonération de cotisation également, comme un nouvel installé classique. Donc l'exonération ACRE, pour tout ce qui est création et reprise d'entreprise, mais il existe une dérogation
La dérogation, vous savez, de l'exonération jeune agriculteur, qui normalement est valable uniquement pour les moins de 41 ans. Dans cette situation-là, quand on arrive avec la réforme à la fin des 5 ans, il y a une dérogation qui est mise en place pour l'application de l'exonération jeune agriculteur, même pour les personnes âgées depuis 40 ans, de 41 ans. Donc, même si on a 55 ans et qu'on s'installe, on aura le droit de bénéficier de l'exonération jeune agriculteur, exonération qui existe pour 5 ans. Si vous avez besoin de plus de détails, vous n'hésiterez pas, vous faites appel au conseiller, on vous expliquera tout en détail. Au niveau de la démarche, donc, pour la fin du statut de conjoint collaborateur, en fait, les entreprises, les exploitations actuelles, elles sont connues dans le registre national des entreprises, dans le RNE, au guichet unique entreprise, elles y sont depuis 2023. Donc, si vous étiez déjà collaborateur d'exploitation avant 2022, oui, puisque vous êtes concerné par la réforme, ou même 2021, ou peu importe, eh ben, en fait, vous n'êtes pas connu dans ce registre national des entreprises. C'est pour ça que si vous vous connectez actuellement, vous ne pourrez pas déclarer la fin de ce statut de conjoint collaborateur, parce que vous n'y êtes pas. Donc, ce que vous faites, en attendant que ça se mette en place, hein, la mesure transitoire, ce serait d'envoyer à la MSA le courrier expliquant l'impossibilité de déclarer de changement de statut sur le guichet unique entreprise, et vous mettez une attestation sur l'honneur du statut choisi. On reviendra vers vous plus tard s'il y a besoin ou pas d'une action de votre part sur le guichet unique entreprise. Et voilà comment vous allez déclarer la fin du statut de conjoint collaborateur. Grossièrement, vous nous faites une attestation sur l'honneur vers la MSA pour dire que vous mettez fin à ce statut. Donc là, on était sur le choix du non-salarié agricole, chef d'exploitation, coexploitation, associé de société, tout ça. Le deuxième choix serait le statut de salarié. Donc on deviendrait salarié de l'exploitation. Dans ce cas-là, si on devient salarié de l'exploitation, si ce n'est pas déjà le cas, le chef d'exploitation, lui, deviendrait employeur de main-d'œuvre. Là, pareil, il ne faut pas hésiter. Nous, les conseillers en installation, conseillers d'entreprise, on est là aussi pour vous accompagner sur tout ce qui est primo-employeur, tout ce qui est première embauche, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Ce qu'il faut, si jamais c'est le cas, si votre choix est de prendre le collaborateur d'exploitation actuel en salarié, il faut savoir que le collaborateur d'exploitation, dans ces conditions, en fait, il n'y avait pas de notion de temps de travail. Le collaborateur, il pouvait être là à temps plein, comme il pouvait être là une semaine par mois, même ou quelques heures par mois, ou on va dire à mi-temps, 75 heures par mois, peu importe. Il n'y avait pas, pour le laboratoire d'exploitation, il n'y avait pas de notion de temps de travail. Par contre, si on part sur la notion de salarié, là, il va falloir définir à l'avance le temps de travail qui sera consacré par le salarié au sein de l'exploitation. C'est pour ça qu'il faut anticiper ce choix au moins 6 mois à l'avance et bien pas hésiter à se faire accompagner pour vous aider. Il existe un outil, le TESA. Peut-être sûrement parmi vous, il y en a certains qui le connaissent, d'autres qui l'apprennent. Ce TESA, c'est un outil qui est créé et géré par la MSA pour vous aider à remplir vos obligations en tant qu'employeur de main-d'œuvre. Ça vous aide à remplir vos obligations d'embauche, les contrats de travail, les bulletins de salaire, le paiement des cotisations patronales et salariales, toutes vos obligations en tant qu'employeur. L'outil TESA peut vous aider à le faire et cet outil est gratuit. Contrairement à un logiciel de paie ou au service d'un tiers déclarant, peu importe. Vous trouverez toutes les ressources pour vous aider sur le site de la MSA
Alpes du Nord et la MSA 1 Rhône également. J'en parle après. Mais voilà, si à quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Donc, les démarches à réaliser pour le passage du conjoint collaborateur au statut de salarié. Donc déjà, il faudra déclarer la fin du statut sur le guichet unique entre eux. Non, justement, non. Il faudra déclarer la fin du statut de conjoint collaborateur auprès de la MSA, parce que sur le guichet unique, pour l'instant, ça ne marche pas. Ensuite, il faudra inscrire l'exploitation, si ce n'est pas déjà fait, parce que si l'exploitation embauche déjà des salariés, la démarche est déjà faite pour ce biais-là, pour ce pan-là, pardon. Sinon, il faut inscrire l'exploitation en tant qu'employeur de main-d'œuvre. J'ai envie de dire, même si vous êtes encore en pleine réflexion, vous pouvez déjà inscrire votre exploitation en tant qu'employeur. Tant que vous n'embauchez pas un salarié, ça ne vous engage en rien. Vous pouvez très bien l'exploitation peut très bien être inscrite en tant qu'employeur de main-d'œuvre. S'il n'y a pas de salarié derrière, il n'y a pas de charge salariale, il n'y a pas de charge patronale, vous êtes inscrit en tant qu'employeur. Et ben c'est pas grave, vous embaucherez quelqu'un dans 1 an, 2 ans, peu importe. Vous pouvez dès maintenant entamer des démarches d'inscription en tant qu'employeur de main-d'œuvre. Ça vous laisse un peu de temps de réfléchir et que ça, vous n'y prenez pas au dernier moment. Donc, l'exploitation doit être inscrite en tant qu'employeur de main-d'œuvre. Il faudra prévoir la signature d'un contrat de travail et il faudra réaliser la déclaration d'embauche, fin de statut au 31 décembre 2026, début de statut de salarié au 1er janvier 2027. Il faudra déclarer l'embauche dans la dernière semaine 2026, quoi. Après, il faudra prévoir que si le collaborateur devient salarié, il y aura un versement de salaire. Parce que vous savez qu'actuellement, le collaborateur d'exploitation n'a pas de rémunération, mais demain, quand il deviendra salarié, il aura sa propre rémunération, son propre salaire. Et puis sur des revenus, on est sur des salaires. Et en tant qu'employeur, l'exploitation versera des charges patronales et des charges salariales. Il faut savoir qu'en fonction de votre activité sur l'exploitation, vous dépendrez d'une convention collective. On a de la chance, par défaut, la convention collective de toutes les productions agricoles, culture, élevage, vous voyez à l'écran, c'est la première, c'est la 70-24. Par défaut, c'est celle-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez faire vos démarches d'inscription en tant qu'employeur de main-d'œuvre, on va vous demander justement de quelle convention vous dépendez, de tout ça. Il faut savoir que la MSA, elle peut vous répondre à certaines questions, mais il y en a d'autres qui dépendront peut-être aussi de l'inspection du travail. Par exemple, les questions sur les conventions collectives, ça, normalement, c'est les inspections du travail qui peuvent vous répondre. La DETS, les DETS, voilà. C'est eux qui peuvent vous aider là-dessus, qui peuvent vous accompagner. On a quelques notions. Comme là, je vous dis que la convention collective, c'est 70-24. Voilà. Mais il faut savoir que nous-mêmes, peut-être qu'on vous réorientera vers eux, quoi. Si vous avez des questions sur les modalités du contrat de travail, sur le temps de travail, tout ça. Enfin, voilà. Il y a aussi des règles à savoir quand on embauche quelqu'un. Tout employeur en France, maintenant, est censé fournir une mutuelle, une mutuelle, une complémentaire frais de santé à ses salariés. Ça, c'est depuis 2016. Tout employeur a l'obligation de couvrir ses salariés avec une mutuelle, avec un minimum de prise en charge à 50% et en respectant certains critères de responsabilité. Pour tout ce qui est production agricole, toutes les activités agricoles de notre région, Rhône et Alpes du Nord, faut savoir qu'on a un partenariat avec Agrica et aussi Mutualia. Donc, vous pouvez adhérer à ces organismes-là si vous le souhaitez, pour la mise en place de la mutuelle. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres organismes. Ça, c'est à votre choix.
je dis n'importe quoi, la Massif, Crédit Agricole, d'autres, la MA, d'autres, voilà, vous voyez, peu importe. Mais sachez que nous, la MSA, on travaille avec Agricole et Mutualia. Dans ce cas-là, il vous suffit de vous rapprocher de ces organismes-là pour la mise en place de la mutuelle au sein de votre exploitation, au sein de votre enveloppe employeur, j'ai envie de dire. Et après, tout se fera tout seul. Pour la couverture du salarié. Alors, si le salarié a déjà une couverture mutuelle par le biais d'une autre activité ou par le biais d'une autre activité professionnelle ou quoi que ce soit, il existe des systèmes de dérogation, justement, pour ne pas être affilié d'office à cette mutuelle. Dans ce cas-là, ou alors ça peut être aussi des petits contrats ou des contrats de moins de 3 mois. Vous voyez, peu importe. Voilà, il existe des dérogations. Là, pareil, on viendra vers vous, on vous dira ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, il faudra que le salarié ait une couverture mutuelle par le biais de votre exploitation ou individuellement. Et ça s'anticipe, hein. On a indiqué anticiper au moins 3 mois avant l'embauche. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas attendre le dernier moment si vous choisissez le statut de salarié pour réaliser l'ensemble des démarches nécessaires pour être prêt au 1er janvier. Parce que comme pour la complémentaire frais de santé, il y a aussi des régimes de prévoyance complémentaire. Donc, ce que je vous ai dit avant, c'est la mutuelle. Et là, la prévoyance complémentaire, c'est tout ce qui est garantie décès et garantie incapacité de travail. Là aussi, tous les salariés sont couverts. Et voilà, ce sera plus simple pour vous parce que sur les départements Isère, Savoie, Haute-Savoie et également dans l'Ain et dans le Rhône, si vous dépendez des accords de la production agricole, donc de tout ce qui est production, culture et élevage, tout ça, c'est automatique. C'est géré automatiquement par Agrica. Donc là, il n'y aura pas de démarche particulière à faire. On verra au moment de votre inscription en tant qu'employeur, si c'est votre première embauche, on verra à ce moment-là pour inscrire j'ai perdu le mot. Les organismes compétents en tant qu'organisme de prévoyance, mais ce sera automatiquement américain. En tant qu'employeur, vous aurez également des obligations envers le salarié, ou envers vos autres salariés aussi, hein. C'est tout ce qui est lié à la médecine du travail. Chaque salarié en France doit avoir une visite médicale tous les 5 ans minimum. Ça, c'est par défaut. Après, en fonction des activités ou de la dangerosité, j'ai envie de dire, des activités ou de l'âge, tout ça, on peut avoir des visites médicales plus rapprochées. En fonction des handicaps aussi, on peut avoir des visites médicales plus rapprochées. Mais par défaut, c'est 5 ans. Donc, ça veut dire que quand vous allez devenir employeur de main-d'œuvre, si le collaborateur d'exploitation devient salarié, il faudra que vous fassiez une démarche en tant qu'employeur de déclarer bas. Ça se fera au moment de la déclaration d'embauche, hein. Vous verrez, vous allez déclarer ce salarié et du coup, vous aurez respecté votre déclaration, votre obligation de, de, de mettre le salarié sur la liste des visites médicales. Ensuite, la MSA reviendra vers vous, reviendra vers le salarié surtout, pour proposer un rendez-vous pour une visite médicale. Important aussi, si vous n'êtes pas encore employeur, tout employeur doit avoir sur son exploitation le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui permet d'évaluer tout accident de travail, toute prévention en cas d'accident de travail, sur l'exploitation. Toutes les personnes qui sont sur l'exploitation, qui ont un statut et qui travaillent, peuvent être exposées à des risques professionnels. Et dans ce cas-là, ce document permet de lister tous ces risques, que ce soit lié au travail en hauteur, que ce soit lié à des produits, que ce soit lié à des machines.
Et ça permet, en cas d'accident, justement, de veiller à ce que l'employeur ait bien communiqué à tous ses salariés euh, la prévention, le port des, le port des équipements de sécurité, euh, et les distances de sécurité à tenir, tout ça. Voilà. Et ce document, il doit être tenu et mis à disposition des services, que ce soit des services de la MSA pour en cas d'accident de travail, mais aussi les services contrôle, l'inspection du travail, que ce soit aussi euh, bah là, j'allais dire la dette, mais c'est l'inspection du travail. Voilà, donc il vous faut ce document. Si jamais vous avez besoin d'aide vous en procurer un, là, on a les services de la MSA et le service PRP, Prévention des risques professionnels, qui peut vous accompagner pour la mise en place de ce document. Et là, encore une fois, c'est un service de la MSA, c'est un service gratuit. N'hésitez pas. Donc, les démarches incontournables avant le passage au statut de salarié. Première embauche, comme je vous l'ai dit, bien vérifier que l'entreprise est inscrite en emploi main-d'œuvre. Donc, vous pouvez vous y prendre dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Il faudra voir avec la date d'embauche parce que le statut de collaborateur, il va se terminer au 31 décembre. Mais si la personne revient sur l'exploitation, participer aux travaux à partir du mois de mars, la déclaration, vous pouvez la faire au mois de mars. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire dès le mois de janvier. Ça, ce sera en fonction de votre situation. Et vous pouvez aussi ne pas attendre le 31 décembre. Vous pouvez aussi anticiper le changement de statut avant la fin d'année si vous le souhaitez. Oui, exactement. Il faut savoir que le statut de salarié, mais je crois que je l'avais dit tout à l'heure, il va ouvrir des droits retraite. Ce sera principalement la grande différence entre le statut de collaborateur et le statut salarié. La retraite ne sera plus calculée sur la cotisation forfaitaire, mais elle sera calculée en fonction du salaire. Donc, ça change le calcul des droits retraite. Et donc, vous pourrez passer, il faudra voir le mode déclaratif que vous aurez choisi. Si vous choisissez de prendre un logiciel de paye, un tiers déclarant, ou si vous choisissez l'outil TESA, TESA plus, TESA simplifié. Bon, TESA simplifié, normalement, c'est pour les contrats de moins de 3 mois. Donc, si votre collaborateur devient salarié occasionnel avec des petits contrats, vous pouvez prendre le TESA simplifié. Par contre, s'il devient salarié sur des contrats de plus de 3 mois, même si ça fait 10 heures par mois. Hein. Mais si ça fait plus de 3 mois, il faudra partir sur TESA+. La seule différence, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste que le TESA simplifié, c'est pour le contrat de moins de 3 mois. Et le TESA+, c'est pour tous les contrats, même ceux de 3 mois, mais les CDD, les CDI, les apprentis, peu importe. Hein, voilà. C'est pour tous les contrats. Donc, on vous demande d'anticiper votre inscription en tant qu'employeur parce que le TESA, l'outil TESA, lui, il démarre toujours au premier jour du trimestre. Donc, si vous voulez qu'il démarre le 1er janvier 2027, il faut faire l'inscription dans le dernier trimestre 2026. Impérativement, vous voyez, au début du trimestre ou au plus tard, le 15 du mois, mais idéalement, il faut le faire avant. Moi, je pense que si vous comptez le faire, il faut minimum début décembre, il faut déjà commencer vos démarches. Ça, ce serait vraiment le plus tard. Parce que, en plus, si vous êtes plusieurs à le faire, bah, on va avoir une sorte de pic d'activité, pic d'inscription au sein du service cotisation employeur. Et bah, pour qu'il puisse absorber toute cette charge, faut pas trop tarder, il ne faut pas le faire au dernier moment. Quoi. Bah, ça, je vous l'ai dit un petit peu déjà. L'employeur, donc, il a des obligations. Soit il passe par un logiciel de paye pour après faire ce qu'on appelle les DSN, les déclarations sociales nominatives. Après, ce sera tout envoyé à la MSA. Soit vous passez par le nouveau TESA simplifié ou TESA+. Et dans ce cas-là, ces obligations de DSN, elles sont intégrées dans les outils TESA. Donc, ça vous permet de pallier ce manque d'outils, en fait, d'outils de ressources humaines.
un petit rappel sur la déclaration d'embauche, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce support qu'on vous présente, j'ai récupéré toutes les adresses mail des personnes qui se sont inscrites. Donc, vous l'aurez. On va vous le transmettre. Ce sera un petit récap. Mais je continue mon petit rappel. La déclaration d'embauche, elle est à faire au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible d'embauche, ou au plus tard dans les instants, dans les heures, minutes qui précèdent l'embauche. Vous pouvez le faire sur le site de la MSA par le biais de la déclaration d'embauche ou par l'outil TESA. Il existe aussi un outil externe aux espaces privés des MSA, c'est le netentreprise.fr. Là, je ne vais pas vous aider parce que ce n'est pas un outil MSA. Pourquoi il faut faire ça avant? Parce qu'en cas de contrôle, inopiné par nos services contrôle ou inspection de travail, il faut qu'ils puissent constater que la personne qui exerce une activité sur votre exploitation, elle a un statut social. Et c'est pour ça que la déclaration d'embauche doit être faite avant la prise de poste. Oui, voilà. Quand vous allez embaucher quelqu'un, si c'est le cas, il existe des exonérations de charges patronales. Il y en a deux principales. On a l'exonération travailleur occasionnel, l'exonération demandeur d'emploi, ce qu'on appelle l'exonération TODE, travailleur occasionnel demandeur d'emploi, TODE. Cette exonération de charges patronales, elle est pour les contrats, les CDD pour les CDD, et elle est limitée à 119 jours par an et par salarié. Admettons que votre conjoint collaborateur, il vous aide sur l'exploitation je dis n'importe quoi, de mars à septembre. Je sais que c'est pas la réalité, mais je vous donne un exemple comme ça. Il vous aide de mars à septembre, et ben vous pourrez très bien l'embaucher en CDD du 1er mars au 30 septembre et vous voir appliquer l'exonération de travail occasionnel de charges patronales. Elle prend en charge une grande partie des charges maladie. Bon, je peux pas citer toutes les branches de cotisation, ça en fait beaucoup. Mais voilà. Et elle prend en charge une grosse partie des charges patronales. Ça concerne tous les employeurs, donc de la production agricole, culture et élevage. Grossièrement, il faut enlever tout le secteur paysage, tout le secteur des services agricoles. Bon, c'est des services comme champ d'agriculture, MSA, Crédit Agricole, tout ça, vous n'êtes pas concerné. Et les entreprises de travaux temporaires. Donc là, comme je vous ai dit, vous aurez le support. Vous n'hésitez pas, il y a un lien qui vous envoie sur le site de la MSA Alpes du Nord où vous aurez tout l'article concernant l'exonération de travail occasionnel. Et là aussi, si besoin, les conseillers d'entreprise, on peut revenir vers vous pour vous expliquer plus en détail cette exonération. Et si vous n'optez pas pour l'exonération de travail occasionnel, par défaut, vous aurez l'exonération RGDU. C'est réduction générale dégressive unique. Elle s'appelait avant la réduction Fillon. Et c'est toujours le même principe. Par défaut, tout employeur a le droit à cette exonération de charges patronales. Cette exonération est dégressive et elle évolue en fonction du taux horaire que vous attribuerez à votre salarié. Donc c'est une exonération totale pour la personne qui est payée au SMIC et l'exonération diminue plus le taux horaire augmente, jusqu'à être nul, plus d'exonération dès qu'on a atteint 3 SMIC. 3 SMIC, ça fait quand même 12 fois 3, parce qu'on est à peu près à 12,30 €. Là, ça a évolué là, ce dernier mois. On est à peu près à 12 et quelques du taux horaire. Donc 3 SMIC, ça fait du 36 €, quoi. 36 € de l'heure. C'est rare d'avoir un salaire payé à ce montant-là. Et là, tous les employeurs sont éligibles à la réduction générale dégressive.
et qu'on soit en CDD, en CDI, quel que soit le nombre de jours, voilà, c'est pour tout le monde. Donc justement, si le conjoint collaborateur a un contrat salarié CDI, ce sera plutôt cette exonération qui sera prise en charge, qui prendra en charge vos cotisations patronales. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, vous avez la possibilité d'utiliser le TESA pour faire vos déclarations, pour remplir vos obligations et faire vos déclarations en tant qu'employeur. Donc, le TESA simplifié pour les CDD de moins de 3 mois et le TESA Plus pour tous les contrats. N'hésitez pas, là, on vous met le lien qui vous envoie vers le site de la TESA de la MSA. Il y a un guide pas à pas pour le TESA Plus également. C'est un petit support et qui vous reprend avec une copie des grilles, toutes les démarches, comment les remplir, quoi, avec les conventions collectives, enfin, où les remplir, tout ça, tout ça, tout ça. Et là aussi, il ne faut pas hésiter, faites appel à nous s'il y a quoi que ce soit. Des dates importantes à retenir concernant vos obligations en tant qu'employeur de main-d'œuvre. Vous avez, pour les déclarations de TESA, vous avez jusqu'au 10 du mois suivant l'embauche, pas l'embauche, le travail. Vous avez jusqu'au 10 du mois suivant pour faire la fiche de paye. Si c'est en TESA+, vous avez jusqu'au 3 du mois suivant, avant 15h30, si précis, pour faire la fiche de paye. Si vous embauchez quelqu'un au mois de janvier, en fin du mois, vous allez faire sa fiche de paye, et bien vous avez jusqu'au 10 février pour faire la fiche de paye si vous êtes sous TESA simplifié. Vous avez jusqu'au 3 février pour faire sa fiche de paye en TESA+. Le règlement des cotisations se fait toujours le 15 du mois suivant. Donc là, ce serait pour le salaire du mois de janvier, ce serait la paye du mois de février. Non, attendez. Pour la paye de janvier, elle sera payée au 15 du mois suivant, donc au 15 février. Pourquoi il y a un écart entre le 10 et 15 ou entre le 3 et le 15? C'est parce que vous prenez le TESA et vous l'envoyez à la MSA. Mais la MSA, pour que vous puissiez respecter vos obligations de DSN, elle va prendre la fiche de paye TESA et elle va la transformer en DSN. Donc ce processus, ces traitements qui demandent un peu de manipulation informatique, en fait, c'est pour ça que on vous laisse ce délai à partir du 10 ou du 3. Parce que les personnes qui ont un UCDP et qui déposent des DSN, eux, ont jusqu'au 15, parce que c'est déjà une DSN. Mais nous, le temps qu'on transforme votre fiche de paye en DSN, c'est pour ça qu'on vous laisse ce délai-là. Donc, les étapes clés, hein, donc il faut définir les modalités du contrat de travail que vous avez prévu entre le chef d'exploitation et le salarié, si vous avez opté pour ce statut. Faire les modifications, donc là, ce n'est pas dans le guichet unique, c'est faire les modifications au sein de la MSA pour donner la fin du statut de conjoint collaborateur. Choisir l'outil le plus adapté à votre situation. Donc là, je vous rappelle encore une fois que le TESA, c'est gratuit. Si vous êtes primo-employeur, donc que c'est la première fois que vous embauchez quelqu'un, n'hésitez pas à faire appel à la MSA pour vous accompagner. Il faudra choisir un organisme de prévoyance complémentaire, que ce soit pour la mutuelle, pour la prévoyance. Pour la prévoyance, je gère l'organisme, non, c'est Agrica. Et pour la mutuelle, il faudra soit partir sur Agrica Mutualia, soit partir sur un autre organisme. Là, c'est à vous de voir. Et enfin, quand vous avez fait tout ça, on fait la déclaration d'embauche. Là, je vous ai tout ça, pour ça, je vous ai dit, donc le premier, c'était statut de chef d'exploitation. Le deuxième choix, statut de salarié. Le troisième choix possible, c'est la fin de votre participation sur l'exploitation. Vous mettez fin au statut de conjoint collaborateur, mais il n'y a rien d'autre derrière. Dans ce cas-là, la démarche, c'est uniquement de faire une déclaration sur l'honneur à la MSA, comme quoi vous mettez fin à ce statut, mais qu'il n'y a rien d'autre derrière. Ce sera la seule démarche à faire
si vous choisissez de mettre fin à votre participation aux travaux de l'exploitation. On vous rappelle également que la MSA, donc euh, elle vous accompagne dans toutes vos démarches. Donc, on a des rendez-vous, ça c'est ce qu'on appelle l'offre de service de la MSA. On a des rendez-vous de nouvelles installées avec les conseillers en entreprise, les conseillers en installation. On a des réunions d'information qu'on fait sur nos départements. Donc là, au mois de mars, on a eu les rendez-vous EMO, les rendez-vous d'employeurs de main-d'œuvre, en présentiel, où là, on va en faire un le 7 juillet. On va faire un webinaire pour tout ce qui est embauche saisonnière. Donc, on fait ce genre de rencontre aussi. On a les rendez-vous en prestation avec un agent d'accueil, s'il y a besoin. En fait, les nouveaux installés, peu importe, les personnes qui ont besoin de faire le tour de leurs droits, que ce soit droit santé, droit retraite, droit prestation familiale, tout ça, droit extra-légal, vous pouvez très bien prendre contact avec un agent d'accueil pour faire le tour de tous vos droits. Et on a enfin, on rencontre aussi nos adhérents par le biais de webinaires thématiques comme aujourd'hui pour les conjoints collaborateurs, où on a fait aussi vous savez, le UDFS, l'unification des déclarations fiscales et sociales, la déclaration des revenus professionnels que vous devez faire. On a fait aussi des webinaires sur les congés supplémentaires de naissance, la nouvelle réforme qui vient d'arriver. On a le webinaire qui va arriver, comme je vous l'ai dit, le 7 juillet sur l'embauche des saisonniers. Là, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour les 5 départements aussi? Non, c'est que pour Alpes du Nord, d'accord. Pour l'instant, c'est que pour Alpes du Nord. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, je ne sais plus. Mais, Et je vous ai mis dans l'onglet questions-réponses un lien. C'est une enquête de satisfaction qui permet de vous exprimer, enfin d'exprimer votre retour suite à la présentation de ce webinaire et qui vous permet également à la fin de laisser vos coordonnées si vous souhaitez être recontacté pour étudier ensemble votre situation personnelle. Donc n'hésitez pas à le renseigner pour qu'on puisse déjà avoir votre retour sur notre présentation et puis surtout si vous souhaitez être recontacté pour répondre à des questions très spécifiques, personnelles, ou solliciter un rendez-vous. Et donc voilà, donc on arrive à la fin de notre présentation. Donc pour résumer, deux statuts sociaux possibles, soit salarié, soit chez exploitation ou co-exploitation, enfin, non salarié agricole, quoi. Et prévoir les démarches, si nécessaire, en avance, ne pas attendre le dernier moment pour pas être coincé au niveau des démarches administratives. Voilà. Je vais revenir sur les questions qu'on m'a posées avant. Alors, je sais qu'il y en a certaines qu'on m'avait posées et j'ai pu y revenir en séance. S'il y a quoi que ce soit, comme vous l'a dit Violaine, vous pouvez utiliser le Forms pour poser d'autres questions et dans ce cas-là, je reviendrai vers vous, quitte à prendre un rendez-vous, comme on a pu faire avec le premier webinaire. Le webinaire qui s'est tenu le 4 mars, on a eu des questionnaires qui nous sont arrivés et on a pu prendre des rendez-vous téléphoniques ou même physiques avec certains d'entre vous. Donc là, parmi les questions qu'on avait eues avant le webinaire, donc il y en a certains, comme je vous ai dit, que j'ai répondu en séance. Comment finaliser notre choix? L'imprimer à remplir et signer. C'est vrai qu'au premier webinaire, on vous avait annoncé qu'on devait vous envoyer un imprimé de l'intention de votre choix pour que vous nous puissiez nous dire après ce que vous avez choisi. Ce formulaire, donc on a eu un feu rouge par notre caisse centrale. On a dû faire marche arrière et on n'a pas pu vous l'envoyer. C'est pour ça qu'on vous dit oralement que votre démarche, votre choix, il faudra le faire soit par le biais de l'attestation sous l'honneur, comme quoi vous mettez fin au statut de conjoint collaborateur, et ce sera fait indirectement si vous devenez non salarié agricole. Ce sera fait par votre inscription en tant que justement chef d'exploitation ou co-exploitant,
Et si vous devenez salarié, ce sera fait par le biais de toute l'inscription en tant qu'employeur de main-d'œuvre par l'exploitation. Mais voilà, on ne pourra pas vous demander votre choix. Il y a des démarches à faire dans tous les cas sur le guichet unique entreprise pour créer un nouveau statut, employeur de main-d'œuvre ou chef d'exploitation. Alors, j'ai eu une question aussi pour une personne qui est conjointe collaboratrice dans le secteur paysage. Donc là, c'est la même chose qu'une exploitation agricole. Quand on est en exploitation agricole, on a un chef d'exploitation et un collaborateur d'exploitation. Quand on est dans les entreprises de travaux agricoles ou de paysage, on a un chef d'entreprise, mais on a également un collaborateur, j'ai envie de dire un collaborateur d'entreprise. Mais même si le nom change, les statuts sont les mêmes et les modalités sont exactement les mêmes. Donc, c'est le même constat. La réforme s'applique également au secteur paysage. J'ai eu des questions parmi vous, des grandes interrogations sur les conséquences de cette réforme, notamment en termes de coûts. Ça va générer des charges supplémentaires. Alors oui, ça peut, en effet. Il faut savoir que cette réforme, elle a été mise en place pour améliorer la protection sociale des conjoints collaborateurs, pour améliorer leurs droits à retraite notamment. Alors, elle a été mise en place. N'oubliez pas que la MSA, c'est un régime démocratique qui est géré et dirigé par les exploitants, les salariés et les employeurs agricoles. Et cette notion, cette fin de statut, pour améliorer, l'idée avait été lancée par les exploitants eux-mêmes. Donc, ils avaient estimé, ils avaient réalisé que les conjoints collaborateurs qui l'étaient pendant 40 ans n'avaient pas de protection sociale suffisante au moment de la retraite. C'est pour ça qu'on a limité à 5 ans cette réforme. Après, au niveau du coût, donc, comme je vous l'ai dit, quand on arrive à la limite des 5 ans du statut de collaborateur, donc l'exploitant, le chef d'exploitation, il lui sera enlevé les cotisations du conjoint collaborateur, donc c'est 2 000 € minimum, hein. Et cette somme peut être réaffectée, réallouée dans les nouvelles cotisations en tant que les nouvelles cotisations salariales ou les nouvelles cotisations de chef d'exploitation. Après, il y a aussi le fait que si on prend le conjoint collaborateur en tant que salarié, qui au passage est légal, hein, je vous rappelle, si on prend son conjoint collaborateur en tant que salarié, le salaire qui va être alloué au conjoint collaborateur, qui ne l'est plus, hein, qui est salarié, le salaire qui va lui être alloué va lui permettre d'augmenter ses droits à retraite par le biais de ses cotisations, mais c'est aussi de l'argent qui est réinjecté dans le foyer. Parce que la rémunération du conjoint collaborateur, elle est aussi. Et d'ailleurs, en parlant de rémunération, le conjoint collaborateur qui n'avait pas de rémunération jusqu'alors, cette fois, aura un salaire. Donc, amélioration de la situation individuelle du conjoint collaborateur. S'il y a besoin d'estimation de cotisation, il ne faut pas hésiter à faire appel aux comptables, aux juristes, qui ont des logiciels de paie ou peut-être des possibilités de faire des calculs. Nous, on peut en faire aussi, mais nous, on les fait à la main. On n'a pas de logiciel en tant que tel. On arrive à se générer des outils, mais voilà, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire. Donc, si vous avez besoin, on peut aussi voir avec vous, mais voilà, on a nos limites également en termes d'estimation de cotisation. Pour ma part, j'ai terminé là-dessus. Est-ce que vous avez eu des questions? Oui, il y a 2 questions d'Isabelle.
Bonjour, si on s'oriente vers le statut de salarié, qu'on a un autre emploi à temps partiel qui dépend de la sécurité sociale et non de la MSA, comment ça se passe? Donc, quand vous dites sécurité sociale, vous voulez dire régime général, c'est-à-dire URSSAF, en fait. C'est ça. Alors, quand on est plus réactif, qu'on soit salarié dans deux régimes, qu'on soit même non salarié dans deux régimes, tout ça, la plus réactivité va déterminer une activité principale et une activité secondaire. L'activité principale, par défaut, c'est toujours l'activité la plus ancienne. Dans ce cas-là, si votre activité de salarié au régime général est principale, vous continuerez à dépendre du régime général, donc de la CEPAM, de la CAF, et tout ça, quoi. Voilà, ça se passe comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, permuter, changer pour basculer, faire en sorte que ce soit la MSA qui prenne en charge vos droits santé, tout ça. Mais ça se fait, c'est une demande d'option que vous faites auprès des deux régimes pour qu'il y ait un changement, une mutation. Mais par défaut, c'est toujours l'activité la plus ancienne qui est l'activité principale et qui est génératrice de vos droits. Là, je pense que vous resterez affilié à la CEPA jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Deuxième question d'Isabelle. Par ailleurs, je bénéficie déjà d'une mutuelle et d'une prévoyance dans mon autre emploi. Que faut-il mettre en place? Voilà. Donc là, c'est même si en tant qu'employeur, l'exploitation elle mettra en place ces organismes-là, vous ne serez pas obligé d'y adhérer. Ça fait partie des dérogations possibles. Ça veut dire que si vous avez déjà une mutuelle ailleurs, vous n'avez pas obligation d'adhérer à la mutuelle mise en place par l'employeur. Donc l'employeur, lui, est obligé de proposer à ses salariés, si ça se trouve, sur ces 3-4 salariés, les 3-4 salariés qui sont là auront chacun leur propre dérogation, petit contrat, déjà une mutuelle ailleurs, etc. etc. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de mutuelle mise en place. Donc, excuse-moi, c'est au moment de la déclaration d'embauche qu'il faudra déclarer que vous avez déjà une mutuelle. Donc, une attestation, comme quoi vous avez déjà la mutuelle, vous êtes déjà quelque part, ça suffira pour prendre en compte la dérogation. En rebond à la première question et à la réponse apportée, Isabelle demandait s'il y avait des démarches effectuées donc dans le cas de réactivité avec une activité plus ancienne, salariée régime général. Si elle devient salariée de l'exploitation en activité secondaire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle démarche doit-elle réaliser? Il n'y a rien de... Mis à part les déclarations, enfin tout ce qu'on a vu, hein, préalable, la déclaration préalable à l'embauche, etc. En fait, on aura l'information, nous, MSA, que vous êtes salarié, plus conjointe collaboratrice, mais que vous êtes désormais salarié d'exploitation. On aura également les informations liées à votre pluriactivité et au fait que l'activité la plus ancienne, si c'est votre cas avec le régime général, enfin, on aura toutes ces informations-là. Et nous, MSA, on communique régulièrement avec les services de l'URSSAF pour tout ce qui est affiliation, etc. Donc, on a les informations. Les deux régimes communiquent. En fait, concrètement, ça se passe de façon automatique. Donc, il y aura une déclaration d'embauche qui sera faite. La MSA, elle va vous enregistrer dans la base et elle va, vu que vos droits ne sont pas ouverts à la MSA, si vous êtes déjà à la CEPAM, euh, elle va envoyer un message informatique, un flux informatique à la CEPAM pour dire eh ben, je veux rapatrier ce dossier car la personne a une activité salariée agricole. Et là, la CEPAM, soit elle dit en effet, son activité professionnelle salariée agricole, c'est son activité principale, donc ils envoient la mutation. Soit la CEPAM va dire ah non, non, madame est déjà salariée depuis plus longtemps chez nous, ses droits sont ouverts, on la garde. Et dans ce cas-là, ils enverront à la MSA le fait qu'il n'y aura pas de mutation. Et ça, vous voyez, donc c'est tout automatique. Je n'en vois
pas à ce stade. N'hésitez pas à vous saisir de l'onglet questions-réponses comme l'a fait Isabelle pour poser vos éventuelles questions. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de nous solliciter pour des rendez-vous individuels. Certains d'entre vous ont déjà fait, ont déjà été reçus par nos conseillers entreprises. N'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a un commentaire. Bah, c'est Isabelle qui nous dit merci, j'espère que tout se passera bien. Effectivement, vos droits sont déjà ouverts à la CPAM et que vous êtes salarié de manière plus ancienne à la CPAM, vos droits santé resteront, vos droits maladie resteront rattachés à la CPAM. Si votre activité la plus ancienne, c'est l'activité agricole, c'est le régime agricole qui prend le relais. Mais tout ça, effectivement, se fait de manière automatisée et transparente pour vous. Vous communiquez l'adresse mail qui vous permet de solliciter directement un rendez-vous auprès d'un de nos 3 conseillers Alpes du Nord. Si les collègues d'un Rhône veulent faire la même chose, je les laisse également insérer l'adresse des conseillers à Rhône. Donc, derrière cette adresse mail, on est 3 conseillers. Il y aura toujours quelqu'un. Par exemple, vous voyez que moi, là, je suis occupé avec vous. Et ben, on a quand même 2 autres conseillères qui sont là pour répondre, prendre en charge les mails, quoi. Donc, en fait, on fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un derrière ces mails. Si vous nous écrivez là, ben, du coup, on viendra vers vous, soit pour des précisions, même des réponses par mail, hein, si vous souhaitez. Hein. Mais après, une fois qu'on vous a contacté, vous aurez nos lignes directes. On prendra des rendez-vous téléphoniques ou on peut faire aussi des rendez-vous physiques s'il y a besoin. Dans les rendez-vous physiques, c'est dans les antennes ou directement sur les sites de la MSA. Les antennes MSA, on en a à la Côte-Saint-André, Thonon-les-Bains, enfin, tout ce qui est cité. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à nous si besoin. Une dernière chose, c'était quoi? Je pense qu'on a fait le tour s'il n'y a pas de questions. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est vrai que le formulaire qu'on envoie, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour que nous, on puisse s'améliorer. On peut toujours mieux faire, même si on fait notre maximum, mais on peut toujours améliorer pour les prochaines fois s'il y a besoin. Vous voyez, par exemple, du premier au deuxième webinaire, on a changé certaines choses pour s'améliorer. Voilà, donc faut pas hésiter, ou même si vous avez des choses à faire passer, hein, et même des questions. S'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, on les fera passer au service compétent. On fera en sorte on prendra en compte, de toute façon, quoi qu'il arrive, vos messages. S'il y a du mécontentement, on le fera passer aussi. Il ne peut pas y en avoir, mécontentement. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation et votre présence ce matin dans ce webinaire. Et puis, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter directement pour toute demande individuelle. Et on vous rappelle l'importance de bien anticiper toutes vos démarches pour réaliser vos changements de statut avant la fin de l'année. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.